15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur franco-tunisien aux nombreux rôles, interprète d'Omar Haddad dans Omar m'a tué, sans doute l'acteur le plus primé que nous ayons reçu. Félicité du César du meilleur acteur en 2021 pour le rôle de Fares dans Un fils et bien d'autres. On retrouve aujourd'hui Samy Bouajila pour le seul en scène Un prince à la Comédie des Champs-Élysées et sur Radio J. Aujourd'hui, un échange suivi de mon coup de cœur Maïté Merlin à 16h05. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Samy Bouajila. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Et d'abord, je voudrais vous souhaiter un bon ramadan parce que je sais que ça vient de démarrer et que c'est pas forcément facile. Ouais, voilà, ouais, justement, je me le réservais pour la fin. Et là, vous me devancez. Alors, si vous me tendez la perche et si vous me le permettez, je souhaiterais, en ce mois sacré du ramadan, souhaiter, qu'est-ce que je peux souhaiter de mieux ? Une paix dans le monde. Écoutez, c'est une paix que nous partageons tous, je crois, aujourd'hui, et je suis ravie de vous entendre dire ça. Alors on va, j'imagine, y revenir à un moment donné dans cette émission et à votre volonté, mais tout d'abord, je voudrais dire que je suis ravie de vous accueillir. C'était un rendez-vous manqué, je suis ravie de vous avoir en face de moi pour votre jolie actualité et pour découvrir ou tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, Samy Bouajila. Et je vais vous demander de parler de vous avec 3 jolis mots pour vous décrire. Waouh. Alors, il y en a un que je ne cache plus parce qu'il me conditionne depuis quelque temps. Enfin, il a conditionné toute ma vie, mais je l'ai découvert il y a peu. Et c'est un peu mon fond de commerce. Je suis bipolaire, déjà et d'une. Bipolaire, ce qui suppose hypersensibilité. Ensuite, je suis très solitaire. Et enfin, paradoxe de tout ça, il n'y a rien de sombre derrière tout ça, je suis très jovial. Jovial, eh bien vous voyez, c'est parfait parce qu'on va tenter de le découvrir dans cette émission. Et d'abord, le début, toujours le début. Samy Bouajila, vous êtes né un 26 mai à La Tronche en Isère. Vous grandissez, je crois, à Échirolles, en banlieue de Grenoble. Avec le recul de la vie aujourd'hui, quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai grandi dans des quartiers populaires où c'était bonne enfance, c'est le bon mot. C'était beaucoup plus insouciant que maintenant, je trouve. C'était moins cynique, je sais pas si c'est le mot juste. En tout cas, il y avait plus d'insouciance. Il y avait dans ces quartiers populaires, il y avait une action. C'est pas les ministères de la culture, mais il y avait beaucoup d'éducateurs sur place. Il y avait un réseau social qui avait du sens et qui était très dynamique et qui permettait. Moi, j'étais en échec scolaire comme plein d'autres. Et à ce moment-là, le dernier maillon de la chaîne pour se réinsérer, c'était justement tous ces réseaux sociaux. Et j'en ai bien profité. Et par leur biais, de manière autodidacte quelque part, j'ai pu acquérir une culture assez, en toute modestie je le dis, assez riche et qui m'a permis de me décomplexer et puis de rentrer, de découvrir un métier qui était devenu ma passion après. Voilà. Alors je crois qu'avant cela, tout jeune, avant de découvrir la culture, vous ne rêviez pas d'être acteur, mais garde forestier. Oui, tout à fait, mais ça faisait partie de ces réseaux-là, parce que par exemple, l'éducateur qui s'occupait de nous, c'était un bûcheron, et c'est lui qui, entre guillemets, encore une fois, nous a déniaisé, pas que moi, mais plein d'autres, toute une bande de mon quartier. Et moi, j'ai grandi dans les Alpes, à Grenoble, Grenoble est entouré de massifs, Beldonne, Vercors, Chartreuse, et j'y passais mon temps dans ces montagnes. Et je voulais sortir de l'école et je voulais effectivement devenir garde forestier. Et à cette époque-là, Mitterrand était passé et il démocratisait le statut d'objecteur de conscience parce que sinon, pour l'objection de conscience, c'était soit les eaux et forêts, soit la prison de mémoire. Et là, de par cette démocratisation-là, on pouvait se rendre utile auprès d'une association reconnue d'utilité publique. C'est ce qui a été mon cas. Et puis, c'était une commune communiste qui m'a l'objection de conscience, c'est 2 ans. La première année, ils m'ont permis de finir ma formation d'éducateur sportif. Et la deuxième année, j'entraînais le club de natation à Échirolles, là où j'ai grandi et là où je nageais d'ailleurs.
Ceci explique cela et on verra que le fait d'être bûcheron, en tout cas les forêts, les montagnes, ce n'est pas étranger à votre actualité, on va le voir dans un instant. Petit, en parallèle de tout cela, votre père vous amène au cinéma. Très tôt, ouais. Il vous fait découvrir des films de western de Sergio Leone avec Bruce Lee qui devient également votre modèle, Marlon Brando, Dustin Hoffman. Ouais. Quel souvenir pour vous, au-delà peut-être d'un moment privilégié avec votre papa ? Au-delà du moment privilégié du papa, mais c'est lié au papa. C'est-à-dire que à travers j'ai découvert le cinéma avec un grand C, le cinéma spectacle, les émotions fortes, avec papa à mes côtés. Et puis quand moi j'étais tout petit quand on allait voir les Bruce Lee et les machins, mais je me retournais, je voyais papa. Et en fait, c'est ce qui m'a donné la vocation, on va dire, de ce métier. Il vous a encouragé à cela, votre père ? Je n'ai pas souvenir qu'il m'ait encouragé. En tout cas, il m'a soutenu surtout. Pas découragé. Que ce soit papa ou maman, c'était mes premiers fans et supporters. Pourtant, ils ne vous ont jamais vu au cinéma. Jamais. Alors, maman, je l'ai dissuadée très tôt. Elle s'est dissuadée toute seule. Je suis arrivé en 90 à Paris. J'ai fait un premier film, une comédie qui s'appelait La Thune de Philippe Galland. Et puis après, comme plein d'entre nous, j'ai eu un guest role dans la série Navarro. Et dans cette série, tout le monde me courait après. Et à la fin, je meurs. Et maman, elle me voit dans le frigo. Où à un moment, ils font l'autopsie. Elle a pas aimé. Ça s'est arrêté. Ah, ça a été radical. Ça s'est arrêté. Ce qui m'a aidé, parce qu'après, j'ai enchaîné beaucoup le cinéma d'auteur foisonnait, là aussi. Et j'avais des rôles magnifiques, mais de tout genre. À un moment, je faisais un homosexuel en trithérapie, etc., etc. Donc, quand elle avait encore des doutes, je dis, maman, arrête là. Laisse tomber. Parce que là, il y a ça qui t'attend. Donc, oui, donc vous étiez quand même honnête sur la teneur des rôles. À la maison, on a toujours été transparent. Avant cela, Samy Bouajila, à 18 ans, vous vous formez au théâtre, au Conservatoire de Grenoble, puis à l'École de la Comédie de Saint-Étienne. Ouais. Et vous décidez alors de monter à Paris. Comment se passent ces années d'envie de cinéma, de tâter le terrain, comme on dit ? Voilà, je sais pas. Bon, moi, j'entraînais le club et j'avais du temps pour moi le reste de la semaine. Et je ne sais comment, je me suis dit, je voudrais rentrer dans un atelier théâtre dans un premier temps. Heureusement, je suis tombé dans un bon atelier théâtre qui était assez sain parce que le gars qui le dirigeait sortait de l'école Lecoq et c'était la meilleure façon pour moi d'aborder le théâtre parce que c'est une approche physique et non psychologique. Et sacré de l'espace, ça m'est resté. Ensuite, je suis rentré au conservatoire, effectivement, et après, j'ai fait une école nationale d'art dramatique. Quand je suis rentré dedans, j'ai su que c'était ma place, et encore une fois, ma vocation, et j'ai plus lâché depuis. Et aux journées de sortie, j'ai été repéré par un agent à Paris, et je suis resté là. Et votre carrière d'acteur démarre alors à 25 ans avec ce long métrage dont vous nous avez parlé, La Thune de Philippe Galland, dans le rôle principal de Kamel, un jeune maghrébin de banlieue parisienne, dans le désir de monter sa propre société, devenir riche. Quel souvenir de ce tout premier rôle qui vous ouvre les portes ? Je sais plus, j'allais dire. C'était très ludique. Pour être honnête, moi qui sortais du théâtre, je prenais ça un peu de haut parce que c'était une espèce de comédie légère et je me disais, oh là 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 là, je sais pas quoi. Mais j'ai rencontré des belles personnes. C'était mon premier rendez-vous avec un plateau. Et puis, attendez, je retiens autre chose surtout. Non, je sais plus. En tout cas, c'est ce qui m'a... Après, j'ai enchaîné les rôles, si vous voulez. C'est ça. Et c'est ce que j'allais vous dire, Samy Bouajila, parce que c'est un rôle qui vous ouvre les portes. Ouais, tout à fait, mais finalement, tout de suite, vous avez la chance de vous faire repérer très vite. À 29 ans, donc 4 ans plus tard, mais ça va aller très vite à la suite, vous êtes révélé grâce au film Bye Bye de Karim Dridi, qui vous vaut le prix d'interprétation masculine au Festival international du film de Thessalonique. Et comme... on peut dire ça comme ça, une mécanique dans votre carrière qui ne s'arrêtera plus jamais. Rôle, succès, prix font bon ménage. La preuve en est, l'année suivante, en 2000, vous commencez à vous faire un nom grâce au film drôle de Félix. Vous recevez encore une fois un prix, meilleur jeune acteur au Festival du film de Cabourg. Au regard de votre carrière, du début jusqu'à nos jours, vous êtes primé quasiment tout le temps. Waouh, c'est un résumé, il faut que je revienne. Non. Oui, c'est vrai, j'ai été chanceux. Mais est-ce que vous appelez ça de la chance ? Bon, on va au-devant de sa chance. Et voilà, ça c'est un fait. Mais j'ai eu la chance, encore une fois, c'est pas par facilité que je dis ça, de rencontrer les belles personnes. J'ai eu le second rôle, le César du second rôle, avec un des meilleurs téchinés selon moi. Enfin, à un moment où il était assez inspiré, ça s'appelait Les Témoins, et j'avais un personnage particulièrement ambigu que j'ai adoré.
Oui, enfin bon, oui, voilà. Après, il y a eu Omar, il y a eu Indigène, il y a eu. C'est ça. Vous allez enchaîner des collaborations remarquées avec des gens de renommée. Abdelatif Kechiche dans La faute à Voltaire, Michel Blanc dans Embrasser qui vous voudrez. Ouais. En 2006, vous décrochez un prix d'interprétation masculine. Je suis obligée de tout énoncer parce que c'est assez fulgurant au Festival de Cannes pour le film de guerre Indigène de Rachid Bouchareb qui compte plus de 3 millions d'entrées à sa sortie en salle, suivi du César du meilleur second rôle masculin dans, en effet, Les Témoins d'André Téchiné. En 2011, vous êtes Omar Haddad, grand film dans Omar m'a tué, réalisé par Roche Dizem, un film qui a fait un grand bruit. Et puis un autre succès, le film dramatique Un fils, plus récent, de Mehdi Barsaoui, sélectionné, présenté à la Mostra de Venise il y a 4 ans, où vous recevez le prix du meilleur acteur avant de remporter le César du meilleur acteur en 2021 pour le rôle de Farès dans un film. 8 fois primé, si j'ai bien compté. Et on va se faire un grand plaisir, Samy Bouajila. On va écouter un medley de vos rôles au cinéma. C'est Benous. Non, vous m'opérez tout de suite, je vous signe tous les papiers, vous prenez tout mon foie si vous voulez. C'est Benous, chaque. Non, vous m'opérez tout de suite, c'est un ordre. Les analyses. Moi, je suis mon collègue. Vous m'opérez tout de suite. J'ai un fils de 16 ans. Il me sort des théories à la con sur la justice, la planète. J'ai envie de lui en mettre une directe. Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne, cueillez votre jeunesse. Ils sont bons, mes hamburgers fait maison, là. Fait maison? Ouais. À part le mettre au micro-ondes, t'as fait quoi? Mais c'est ça, cache ta joie. Cache ta joie. Qu'est-ce qui vous préoccupe précisément, Cécile? Vous voulez me le dire? Chouf. هذا الكسوة. راك بحالي. On va en Alsace parce que c'est notre devoir. Et même si on doit payer 10 fois, 100 fois plus qu'eux, on paye. Y a-t-il un rôle, Samy Bouajila, que vous qualifiez de plus important et pourquoi? Non, ça, je ne saurais pas le faire. Je pourrais détailler chacune des rencontres et en quoi elle était importante. Kechiche, par sa démesure, la précision de... Non, sa démesure. Kechiche, c'est un homme qui commence par nos limites et qui nous jette dans le vide, et c'est là que la création se fait. Je trouve ça fascinant. Après l'aventure Bouchareb, que ce soit Indigène et Hors-la-Loi, au-delà du fait qu'il réunit des camarades avec qui j'ai commencé et qui nous donne, comment dire, qui nous expose de façon assez noble pour nous et pour l'inconscient collectif de toute une génération, c'est énorme. Après, non, j'ai été très chanceux, Téchiné encore, ma complicité avec Rushdie où j'ai tourné 5 ou 6 fois avec lui, dont deux de ses films qui, à mon avis, sont en plus 2 de ses meilleurs et 2 de mes meilleurs rôles, que ce soit Omar m'a tué ou les miens plus récemment avec lui, où on fait 2 frères. Michel Blanc, oui, enfin, non, ouais. Il y a un moment précis dans votre carrière dont j'aimerais que vous nous parliez, parce que vous avez tourné avec, pour moi, le plus grand acteur américain de tous les temps, qui est Denzel Washington. En 98, vous étiez dans le rôle d'un terroriste. J'ai très envie que vous racontiez ça. Alors, je sais pas, je vais être cash avec vous, parce que moi aussi, Denzel, c'était moi, je suis cinéphile depuis... Ne me décevez pas. Non, au contraire, mais attendez. Je vais vous dire comment je suis arrivé là-bas. Moi, Denzel... Bon, tout le monde le sait maintenant, je suis un grand cinéphile depuis môme. Et Denzel Washington, moi je me faisais ma filmographie tout seul à la maison du temps de Canal+, aux bonnes heures de Canal, quand ça passait en VO à la maison. Après j'allais au cinéma durant le week-end, je voyais au moins 3 films, je tapais dans le porte-monnaie de maman, je voyais les films en VO. Je faisais même des stages au Méliès où je voyais... j'ai souvenir d'un samedi, j'ai vu 5 films, des films d'auteur, Georgia, d'Arthur Penn, des trucs de folie, quoi. Je rentrais, j'avais la fièvre. La culture est là. La culture est là. Denzel Washington, j'ai toujours adoré Denzel, dans son Oscar ou dans le bataillon sudiste Glory, là-bas, Cry Freedom, où il joue, Man on Fire, Equalizer, il y a tellement de films merveilleux. Et puis j'arrive là-bas, donc je sais plus comment j'atterris sur... Enfin, le cast, il a duré 1 an, étalé sur la longueur. Le dernier call qu'on me fait, on me demande de venir aux États-Unis. Je dis, vous blaguez? Il me dit, moi non, viens. Et c'était la Fox qui produisait. J'arrive à New York. Le réal, qui est un mec super, Edward Zwick, il m'envoie les textes. Je les apprends. On les filme dans les studios de New York. Et puis, moi, j'ai lu le personnage. En fait, vous le définissez comme un terroriste, mais en fait, c'est un agent double au compte des services secrets américains. Mais il se fait trahir, il se fait lâcher par les services secrets américains et il se retourne contre eux. C'est plus subtil que ça. C'est ça. Et ma jonction avec les services secrets américains, le sous-marin qui me lie à eux,
c'est Annette Bening, c'est le personnage d'Annette Bening. On a une histoire d'amour dans le truc. Et puis, elle me lâche, contrainte, elle me lâche, enfin contrainte. Comme souvent, le bureau leur dit, bon, bah maintenant tu l'oublies, et puis paf, pif, pouf. Et donc, je me retourne contre eux. Moi, j'arrive là-bas, la fleur au fusil. D'abord, l'audition. J'ai cette scène qui était écrite en anglais, mais il me fait improviser sur la chose. Pour être honnête, quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas tout lu le scénario, mais le personnage était assez clair. Il me fait improviser. J'arrive à improviser sans prétention assez facilement sur la situation parce que j'ai des choses à dire sur ce type de personnage. Celui qui me donne la réplique, il respecte le texte et je vais au-delà du texte, mais j'ai plus les mots. Je continue en français. Mais Edouard Zwick, il comprend le français. C'est énorme. Et l'autre qui a la caméra, qui donne la réplique, il dit OK, should we cut or what? Et le mec, il l'engueule. Il lui dit non, continue. Enfin là. Et il me dit à moi, continue, c'est très bien. Et donc j'improvise. Et puis je rentre. Quand je rentre, le temps du je sais pas quoi, mon agent m'appelle pour me dire « Ok, fais gaffe, tu vas repartir là-bas pour 4 ou 5 mois, c'est bon, t'as le rôle. » Quand j'arrive, il décale le plan de travail pour me faire, parce que j'avais un anglais bancal, et il me coach. Je suis coaché pendant 4 semaines avec un mec extraordinaire, un grand coach qui a coaché Dustin Hoffman, Nicole Kidman, il s'appelle Tim Monick. Il venait à la maison tous les matins à 10h. Et je lui faisais lire des trucs qui me tenaient à cœur, Edouard Saïd, des machins comme ça, pour me rentrer dans le personnage. Et puis on passait du temps ensemble. Et il a débloqué mon intérieur avec le peu de vocabulaire que j'avais. Je me sentais décomplexé pour improviser. Quand je suis arrivé sur le plateau, les impros que j'avais faites en français, elles existaient dans le scénario. Génial. J'ai trouvé ça gratifiant. Et les ont gardés en français? Non, en anglais, bien sûr. Je les ai travaillés après avec le coach. Donc je suis resté 4 mois sur le tournage, dont 1 mois en plus. Mais 4 mois sur le plateau, Denzel Washington, les 2 premiers mois, non seulement il passait comme ça devant moi, mais jamais il ne citait mon nom. Jusqu'au jour où on arrive à la scène finale où le gars il se retourne contre eux. Je vous la fais courte. I'm the last cell. C'est moi le dernier, le gars qui fout le bordel, quoi. Et il me situe dans un hammam quelque part. Mais sauf que j'ai pris en otage le personnage d'Annette Bening. Et autour de moi, j'ai une ceinture explosive. Excusez-moi, c'est pas gay, mais c'est la vérité. J'ai une ceinture explosive et je tiens en otage d'Annette Bening. Denzel Washington, il rentre avec Tony Shalhoub, son partenaire. Il rentre dans les escaliers du hammam qui doivent être à 20 ou 30 mètres. Et il descend de biais à la Denzel. Et comme c'est écrit dans le stage, il fait bang, 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 3 balles. Moi, j'ai son acolyte là devant moi. J'ai un flingue sur sa tempe et j'ai un bouton là. Bon, je suis assez réservé, je savais pas quoi dire, mais je défends mon beefsteak. Et le gars, il dit, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et à un moment, je prends mon courage à deux mains, je dis, écoutez, je suis désolé, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, vous arriverez jamais à me faire croire que le monsieur, il arrive là, dans la situation où il est, et il va réussir à se sortir de là sans que je fasse rien. Non, faut m'expliquer. Et donc, là, Denzel, il arrête tout. Parce que l'autre, il y avait 4 jours de dépassement. C'était à la Fox. On était dans les studios à Los Angeles à ce moment-là. Il y avait 4 jours de dépassement. Et Ed, il commençait à transpirer parce que fallait pas. Et Denzel, il arrête. Il dit, Sam is right. Well, faisons une pause et allons dans la caravane, on va discuter. Et je me sentais pas concerné. Il part dans la caravane et c'est là qu'il me dit, Sam, you come with us. Et donc, je vais là-bas. C'est la première fois qu'il citait mon prénom. Et je vais dans la caravane et j'expose le truc et je leur dis non, bah voilà, talali, là. Et donc, ils ont changé la scène, ils ont improvisé et voilà, c'était ma rencontre avec Denzel finalement. Est-ce qu'après, vous vous êtes parlé ou ça a été fini? Non, après, on s'est parlé, mais après, j'ai surtout compris la démarche. Vous savez, là-bas, c'est des pros, quoi. Il y a pas de. J'avais pas besoin de lui parler. Mon admiration à son égard reste intègre. Et on a eu une rencontre, ça me suffisait, quoi. Je vous cache pas que j'étais plus proche de Annette Bening. On parlait plus facilement. Mais peut-être la relation qu'on avait le permettait aussi. J'imagine bien, Samy Bouajila. Est-ce qu'il y a un rôle aujourd'hui que vous rêveriez d'incarner, que vous aimeriez incarner? Il y en a certainement, mais je sais pas lequel. S'il y a un rêve que je souhaiterais faire, qui me suit depuis longtemps, c'est que, et je suis assez mûr pour, je souhaiterais passer à la réalisation maintenant, voilà. Mais sinon, un rôle, franchement, j'ai été servi et je suis gâté, quoi. C'est ça. Ouais. La réalisation, mais on vous attend là-dessus. Oui, moi aussi je m'attends. Moi aussi je m'attends. Ça va venir. Je vous cacherai pas que je suis parti du temps d'Indigène. La prod me suivait. Je suis parti sur un développement qui a duré 5-6 ans et le projet était à mon image trop complexe, je crois. Et je l'ai jamais abouti. Voilà.
Aujourd'hui, Samy Bouajila, le théâtre dans votre vie bien sûr, et un 6e rôle. On vous retrouve, je crois, un 6e rôle dans Un prince d'Émilie Frêche, mise en scène par Marie-Christine Horry. C'est une reprise, anciennement au théâtre de l'Œuvre, désormais à la Comédie des Champs-Élysées. C'est du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 16h. Racontez-nous l'histoire dans vos yeux. Oh, l'histoire, elle est assez simple, mais je vais vous raconter l'histoire et je vais vous dire comment elle m'est arrivée. C'est là où ça devient intéressant, parce que je suis assez croyant et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est écrit pour vous, la petite parenthèse. Finalement, je crois. L'histoire, c'est l'histoire de... C'est un homme, un père, dont la mémoire se confond avec celle de son fils. Et l'écriture d'Émilie Frêche, que je salue, a ce côté insidieux qui fait que, au bout d'un moment, on ne sait plus si c'est la mémoire du fils qui se confond avec celle du père ou l'inverse. Quand Émilie m'a proposé ça il y a 10 ans, je jouais au Petit Saint-Martin avec Audrey Dana, un duo qui était très chouette d'ailleurs, Ring ça s'appelait, et à la première elle me remet son récit, parce que c'était pas une pièce, c'était un récit, et elle me dit voilà, j'ai écrit en pensant à toi. Je rentre à la maison, je le lis, et là je suis abasourdi parce que à ce moment-là, c'était une période assez difficile de ma vie, j'étais en plein divorce, et puis surtout papa et maman, les deux en même temps, ont eu un Alzheimer bien carabiné. On est 2 dans la famille, 2 garçons. Moi, je suis sur les routes tout le temps et c'était mon frère qui s'occupait d'eux. Et autant vous dire que dans ces cas-là, c'est l'entourage qui souffre et il a bien morflé, quoi. Mais moi, j'ai lu ça. Et quand j'ai lu ça, je reconnaissais l'histoire de papa. Papa, de toute sa vie, il restait en boucle, même quand on était enfant. Il nous racontait une anecdote avec son père, donc mon grand-père, que j'ai jamais connu. Mais sur la fin, cette histoire, il l'a répétée du matin au soir. Et quand il avait des trous, ce sont les gens qui la lui soufflaient à la maison ou ailleurs. J'étais écrasé par cette chose-là et j'avais pas le recul pour le faire. À un moment, une année, mon frère et moi, quand je tournais un fils d'ailleurs en Tunisie, on a décidé de ramener nos parents chez eux. Et quand je tournais là-bas, dans le sud, dans le désert, à Tataouine exactement, l'endroit où papa est passé clandestinement avec son père pour retourner à Tripoli, là-bas, je me suis dit, je vais monter la pièce. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Après, je me suis produit moi-même, donc j'avais la liberté de trouver mon scénographe, ma metteuse en scène, et j'ai fait ça. J'ai sculpté cette pièce à ma main, quoi. Je veux dire, grâce à ma metteuse en scène, je l'ai choisie parce qu'elle a c'est un clown triste. Et elle m'a permis de dédramatiser un peu, si vous voulez, le propos, le texte, l'approche et le reste, quoi. Et de donner une dimension un peu plus poétique à ce qu'on pouvait raconter. On va continuer d'en parler dans un instant avec vous, Samy Bouajila. Vous restez avec nous. On parle de ce seul en scène, Un prince à la Comédie des Champs-Élysées dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. J'ai perdu la tête et puis me voilà pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Tsahal a éliminé un membre du Hezbollah dans ses frappes contre des quartiers généraux du groupe chiite dans le nord-est du Liban. Des frappes menées en réponse à la centaine de tirs de roquettes effectués ce matin contre des bases israéliennes dans le Golan. 300, c'est le nombre de terroristes du Hezbollah éliminés par l'armée israélienne depuis le début de la guerre. L'armée israélienne qui affirme avoir visé quelques 4500 cibles du groupe, principalement au Liban ces 5 derniers mois. Le soldat israélo-américain Itai Shen est bien mort lors de l'attaque du 7 octobre. C'est ce qu'annonce Tsahal. Il servait sur la base de Nachalos quand il a été assassiné. Son corps a été emporté par le Hamas à Gaza où il est toujours détenu. Un navire de la marine italienne a abattu 2 drones lancés par les Houthis du Yémen en mer Rouge. Une intervention faite dans le cadre de la mission navale européenne dans la zone. En France, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après les attaques informatiques qui ont visé plusieurs ministères hier. Les auteurs de ces attaques encourent 10 ans de prison et 300 000 € d'amende. Enfin, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur la stratégie d'aide à l'Ukraine lors d'un débat et d'un vote symbolique qui démarreront à 16h30. La France insoumise annonce qu'elle votera contre. Le Rassemblement national, lui, s'abstiendra. Et merci
Merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, c'est une courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Samy Bouagila et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Événement exclusif. L'Agence Juive présente le Salon MEDEX à Paris le dimanche 31 mars. Cet événement dédié aux médecins et dentistes facilite le transfert de licences médicales israéliennes. Elle offre l'opportunité de rencontrer les représentants du ministère de la Santé israélien, de l'Association médicale israélienne, de Kupot Cholim et d'hôpitaux israéliens. La certification des documents se fera en personne et sur place. Chance unique pour le processus de reconnaissance de licence et des opportunités d'emploi à ne pas manquer. Informations et inscriptions sur agencejuive.org. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et Israël-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Partez à la rencontre de la Société des explorateurs français au Majestic Passy. Le jeudi 14 mars à 20h, le Ciné-Club des explorateurs vous emmène au cœur du Congo avec un puissant documentaire sur les bonobos en présence du réalisateur et explorateur Alain Tixier. Ne manquez pas cette folle aventure et réservez vos places sur dulaccinema.com ou en caisse du cinéma Majestic Passy dans le 16e arrondissement de Paris. Majestic Passy. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité aujourd'hui, Samy Bouagila, pour le seul en scène Un prince à la Comédie des Champs-Élysées. On se le disait il y a quelques minutes, Samy Bouagila, c'est une forme d'hommage, si je comprends bien, quelque part. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est conscient ou non? J'en sais rien. Enfin, oui, quand même, j'avais conscience de ce dont parlait le texte. Mais je pense, et puis je me le suis approprié. Donc, j'ai filmé papa sur sa fin. J'ai mis des choses qui m'étaient personnelles. Parce qu'on voit des images, on vous voit notamment jeune. Oui, à Noël 74, j'avais demandé une caméra Super 8. Mes parents me l'avaient acheté. Je filmais les parties de campagne. Mais au-delà de ça, même le texte, je me le suis approprié. Donc oui, c'est une forme d'hommage sans complexe, je le dis, oui, bien sûr, avec amour d'ailleurs. Pour l'observation que j'en ai, on vous voit sur scène dans les montagnes, tantôt sur le sol, on peut dire ça comme ça, et on a la sensation que c'est un marginal, pour ne pas dire SDF dans les choses concrètes, en marge de la société, avec un oiseau imaginaire. Oui. Qui est tantôt un fils dont la mémoire se confond avec son père. Il fabule ou il affabule, comme une similitude finalement avec ce que vous nous dites avoir vécu avec votre papa et votre maman qui étaient atteints d'Alzheimer. Alors il y a des souvenirs qui se réveillent. Vous parlez à votre piou-piou, votre oiseau qui vous suit partout, où on ne sait pas finalement s'il est vivant ou pas, ce piou-piou. Et vous vous rappelez notamment que votre père vous ramenait des toupies publicitaires avec des souvenirs. Et est-ce que vous avez, vous aussi, des souvenirs d'enfance comme cela à nous raconter, Samy Bouagila? Oh, j'en ai plein, bien sûr, j'en ai plein. Par exemple, la partie de campagne, la caméra Super 8, c'était génial parce que... moi, j'ai grandi à Grenoble. Grenoble n'était pas la périphérie de la ville ne s'étendait pas comme elle le fait maintenant, donc on était très vite à la campagne. Et mes parents avaient des amis paysans, on allait les voir régulièrement, on faisait des parties de chasse... Il y avait de la pêche, il y avait des machins. Et c'était du bonheur et de la rigolade. Donc, cette caméra Super 8, ce moment-là, c'est ce qui se passe là. On va régulièrement
On partait régulièrement là-bas. Et puis, mais au-delà de ça, à Grenoble, c'était un festival permanent. Le quartier où j'habitais, il y a toute une bande de garçons, de filles d'ailleurs, où on était en permanence ensemble. Le ramadan, comme maintenant, c'était quelque chose de festif. Je me rappelle, sitôt le jeûne rompu, tout le monde descendait dans la cour, les enfants, les vieux, les jeunes, et puis les hommes, les femmes, ça se mélangeait, ça partageait. Je me rappelle que les femmes allaient dans le parking d'abord derrière, et elles descendaient les grands tapis du salon avec les thés et les machins, et on regardait depuis la cuisine. C'est bon, c'est parti, on descend. Et puis un coup, on jouait là-bas, après on allait derrière. Enfin, moi, c'était du bonheur. J'ai vécu ça avec insouciance. Certains, on peut imaginer une forme de misère ou de détresse, mais c'était pas du tout le cas, quoi. Un souvenir comme une grande famille dont vous nous parlez. Sur scène, alors vous nous parlez de votre amour pour Jeanne, de vos souvenirs de berger, pour le coup pas en Tunisie mais en Algérie, dans les Arganiers, que votre père était votre meilleur supporter de foot. Allez, vas-y, dit-il en disant que vous étiez aussi bon que le joueur malien Salif Keïta. Et on voit des images de vous jouant, courant. Bah oui, c'est ce que je viens de vous raconter. Ça faisait partie d'une de ces parties de campagne. On me voit moi, on me voit mon frère, on voit les enfants de notre ami Denis, qui s'appelait Denis, la famille Marchetti, Denis et Lucienne. On voit maman avec Denis et Lucienne et leur fille Louise. On avait des chiens. Denis était chasseur, il avait 2 chiens. Maman avait demandé, je sais pas comment elle avait réussi à obtenir avec papa qu'elle ait un chien dans l'appartement. Elle était folle amoureuse de Mike Brandt. Elle avait appelé le chien Mike. Et à ce moment-là, il y avait les magazines Salut les copains et OK. Hop là. Et Salut les copains. Une semaine, ils faisaient des posters grandeur nature. La première semaine, ils avaient fait Mike Brandt, tout le buste. Incroyable. Et la semaine, il y avait Claude François, il y avait tout ça. Et tout le bas en noir et blanc. Et maman, elle l'avait posté elle avait scotché au bout du couloir sur la porte des toilettes. Et quand on sort du salon, et qu'on rentre dans le couloir, au début, on s'en rend pas compte. On voit une silhouette comme ça, et je me rappelle que papa, il allait se coucher. Et il se mettait un chanté en arabe. Là, tu vois. Qu'est-ce qu'on rigole. Et Mike, le chien, il passait là-bas dedans aussi. J'avais peur, il aboyait sur Mike Brandt. Samy Bouagila, vous nous parlez d'animaux, vous nous parlez de chiens, mais vous parlez de vautours sur les hirondelles ou les hérons morts en disant « j'accepte » sur scène. Et finalement, ce « j'accepte », il donne la sensation que c'est comme les gens qui vous rongent dans la vie. Est-ce que ça aussi, ça vous parle? Est-ce que c'est une image? Non, je l'entends pas comme ça. Et plus je le joue, plus j'aime ce moment, parce que l'acceptation, c'est une force en soi. Et il faut vivre un peu pour le comprendre, ou alors faut être philosophe ou spirituel, encore une fois. Et moi, ce que j'attribue à ce personnage-là, c'est que malgré sa détresse, il est loin d'être neuneux, le gars. Et que il est loin d'être une victime non plus. Et que cet homme est libre dans sa tête. Ça, j'y tiens. Et donc, quand je le joue, certes, il le revendique avec un peu de violence et peut-être un peu de détresse, mais il le pense réellement. Il accepte sa situation. Il y a aussi un autre sujet, au-delà de l'acceptation, ou peut-être qui va avec, c'est la migration. Oui. Comme un regret d'être parti, avec cette phrase « On pensait qu'on l'atteindrait un jour, le bout du monde. On pensait que ce serait simple. » Pour donner finalement la sensation d'être parti pour donner à ses enfants une vie meilleure. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un regret de ne pas être resté? Pour mes parents et pour la génération de mes parents, si, certainement. Certainement. Mais eux aussi, ils ont traversé... J'ai jamais vu ni papa ni maman dans l'amertume. Donc l'acceptation, ils savent ce que c'est. Mes parents étaient très croyants depuis longtemps. Ce sont des pèlerins. Et ils priaient 5 fois par jour, et je peux vous dire qu'ils vivaient dans un monde parallèle. Donc ces choses-là ne les atteignaient plus. Ce qui leur manquait, ils ont la nostalgie de leur pays. Enfin, papa n'est plus là maintenant, paix à son âme. Mais et maman, elle est Alzheimer aussi, donc on ne sait plus trop où elle est. Mais eux, ils avaient le regret de ça. Nous, waouh! Alors là, il a fallu faire une autre acceptation, parce que nous, quand on grandissait, on voyait bien qu'on était stigmatisés. On s'en rendait pas compte. Puis après, il y a eu cette époque de la marche des beurs, où à ce moment-là, je devais avoir 16, 17 ans, et où je prenais conscience, et où on découvre l'identité, on découvre un peu l'héritage qu'on a, etc. Et puis après, dans mon métier, il a fallu se défaire des clichés et du reste.
Donc c'est un cheminement qui a été assez long pour ma part. C'est pour ça que, entre parenthèses, très tôt, moi, je suis rentré dans une analyse qui m'accompagne encore et qui m'aide beaucoup pour faire la part des choses et faire le tri entre ce qui peut de mon héritage, ce qui peut me servir et ce qui peut me lester, et puis analyser mes traumas et m'en débarrasser comme tout le monde, finalement. Bien sûr. Comme tout le monde. Et je vous cache pas que moi, ma Tunisie, c'était papa et maman. Depuis quelque temps, c'est ma compagne, parce qu'elle est tunisienne, et que ma compagne m'offre un lien direct avec ce que je suis en train de perdre avec papa et maman. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est encore mystérieux, ouvert, auquel j'ai accès, puis qui m'échappe. Mais j'ai construit mon identité, je suis français, arabe. J'ai appris à aimer, à m'aimer et à découvrir tout ça. Donc je le vis plus comme un poids ou comme quelque chose qui me leste. Voilà. Samy Bouajila, vous n'êtes pas le seul, parce que je constate aujourd'hui, et depuis un petit moment, et surtout depuis le début du mois, énormément dans la culture, une forme de nostalgie, ou du moins un besoin de revenir, de rappeler les racines, notamment d'Afrique du Nord, avec Thibaut de Montalembert et Ibrahim Malouf dans Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute, une pièce de Denis Chelem inspirée des chroniques de Kamel Daoud au théâtre 13e art. Thibaut de Montalembert nous en a parlé il y a quelques jours ici, mais aussi Passeport d'Alexis Michalik, où on parle beaucoup de la migration avec ce souvenir, ce rappel, ou encore cette semaine avec le livre de Jean-Paul Antoven, Si le soleil s'en souvient, aux éditions Grasset. Il n'y a pas de nostalgie ici, mais un besoin de revenir aux fondamentaux. Oui, vous mettez le doigt dans un... C'est une nécessité. Et en vous écoutant, je me dis, je regrette une chose quelque part. Et l'actualité, en ce moment, elle pourrait en témoigner. Moi, ça faisait longtemps que, je le dis souvent dans les interviews quand je sors un film en promo, je regrette que la France ait raté sa laïcité. Parce que de notre diversité, en tant que Français, dont je me revendique, on aurait pu faire une force et une identité multiple, mais unie. Et un tronc commun qui nous sert, et qui sert la République, si je puis dire. Et surtout un socle qui nous ancre, et sur lequel on a une assise, et où notre mémoire n'est pas, où on n'est pas fragmenté par la schizophrénie et le reste, quoi. Et ça, c'est loupé. Franchement, moi, je trouve que ça, c'est loupé. C'est pas un reproche, c'est un constat. Parce qu'en plus, il y a un outil pour ça. C'est l'éducation nationale. Moi, j'ai grandi depuis tout petit avec des juifs, des chrétiens, des machins, des italiens, des espagnols, des algériens, des sénégalais, ensemble. Mais grands ensemble, au quartier, il y en avait partout, quoi. Mais, je crois qu'il y a une volonté politique pour garder les choses un peu séparées comme ça, et cette chose-là, elle est loupée, et c'est fort dommage. C'est peut-être pas trop tard, mais c'est fort dommage, en tout cas. J'en conviens, je pense que la réponse est toute trouvée, c'est la politique. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Exactement, absolument, je suis d'accord. Dans votre conte moderne, Samy Bouajila, votre père vous dit alors, le rêve, ça sauve de tout. C'est ce qu'il aurait voulu, alors il essaye de vous essayer de réaliser le rêve de votre père, ou du moins, dans votre tête, en vous occupant des Arganiers, dans son hôtel 5 étoiles et son jardin en Algérie, à Constantine, où souffle Sirocco malgré les plaies d'Égypte et la guerre, tout en gardant en tête qu'on est, on vit, on crève. Vous, Samy Bouajila, est-ce que le rêve vous a sauvé de tout? Oui, absolument. Et le rêve, ce sont mes parents qui me l'ont permis. C'est l'éducation qu'ils m'ont. Moi, j'ai grandi dans l'amour et ils m'ont suivi, comme je le dis dans la pièce, c'était mes premiers supporters et pas des moindres. Et ils m'ont vraiment, franchement, quand je suis rentré à la Comédie de Saint-Étienne, j'ai emprunté une camionnette à mon ami, on a embarqué ce qu'on pouvait dedans, ils sont venus avec moi, on a fait le ménage, on a peint l'appartement. Et puis, après, ils sont jamais venus me voir, mais c'est pas plus mal parce que je pense que ça colle à l'image, ils n'arrivent pas à... Bon, bref. Mais ils ont toujours été avec moi. Donc, le rêve, oui, ils m'ont inculqué le rêve et je m'attelle, en tout cas, à le retransmettre à mes enfants.
Samy Bouajila, alors en attendant, le héros que vous êtes sur scène continue de rêver en confondant les rats et les chèvres, en écoutant la radio via un autoradio portatif et cette chanson qui lui rappelle l'être aimé. Et quand on regarde le clip de Lenny Escudero, la mise en scène que vous avez, eh bien il y a une similitude avec ce chanteur sur les montagnes. Je vous dirai un mot. Maintenant. Alors, Lenny Escudero, c'est papa qui écoutait en boucle Lenny Escudero. Papa écoutait. Alors, papa, avec les parties de campagne, il y avait des canons un peu comme ça. Et alors, vas-y, quand il rentre ou en conduisant, il chantait Brel, il chantait Brassens, il chantait Reggiani, Ferré. Mais pour une amourette, il chantait à maman pour une amourette avec son accent. Pour une amourette. Et on dit, oh oui, arrête. Eh bien écoutez, je vous comprends parce que depuis que j'ai découvert cette chanson avec vous sur scène, je ne cesse de la chanter. Bien sûr. Voilà. Dans cette partie d'émission Samy Bouajila, on va découvrir à présent toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Samy Bouajila. Bonjour. Bonjour Lenny Escudero, parce que c'est vrai que cette chanson, on a tous des histoires autour de cette chanson, je dois dire. Bonjour Corentin. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, cher Samy Bouajila, pour cette chronique théâtre, permettez-moi d'évoquer un spectacle qui met en scène une reine de la tragédie antique. C'est un autre rêve. Alors, sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées, vous êtes un prince solitaire, misérable, céleste et magnifique. Et au théâtre de la ville, de l'autre côté, il y a la comédienne Isabelle Huppert, qui est une reine au destin tragique. Bérénice, seule comme vous sur la scène, simplement accompagnée par moments de quelques jeunes danseurs sur le plateau. La grande Isabelle est mise en scène par l'artiste italien Romeo Castellucci, qui travaille ses spectacles comme des œuvres d'art, en revisitant de manière très originale les grands mythes de la littérature, avec des lumières et des dispositifs souvent très étranges. Au cœur d'un jeu de lumière énigmatique et embrumé, Isabelle Huppert apparaît vêtue d'une somptueuse robe en forme de fleurs signée Iris van Herpen, la styliste en vogue actuellement, faite de corolles, de voiles, de dentelles transparentes, et elle est Bérénice, cette reine follement éprise du jeune empereur Titus qu'elle doit dès aujourd'hui épouser devant tout le Sénat romain. Mais voilà que Titus renvoie Bérénice. La raison d'État dicte aux empereurs romains d'épouser des Romaines. Bérénice est une princesse de Judée, mais elle devient la maîtresse de Titus qui écrase la révolte juive en Galilée en 70 après Jésus-Christ. Et c'est donc, on en parle en ce moment, c'est donc une étrangère à cette époque lointaine, et cette étrangère est rejetée par les sénateurs romains. Mais je crois que le metteur en scène choisit de ne représenter que Bérénice sur la scène, Hélène Kuttner, sans Titus et sans les autres personnages. Absolument, Cyrielle. Et ce choix est pour le moins radical, je l'avoue, parce que pour Romeo Castellucci, Isabelle Huppert est l'actrice totale, l'hardcore du théâtre. Elle représente, selon lui, la solitude extrême d'une amante passionnée et abandonnée, la voix de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont été rejetés. Isabelle Huppert, étoile posée sur l'immense plateau, est immobile. Sa voix est sonorisée, recouverte par la musique de Scott Gibbons, avec ses sons naturels et ses bruits métalliques. La voix de la comédienne passe du féminin au masculin, de l'animal au végétal. Les alexandrins de Racine semblent se fondre en écho dans l'univers de la scène. Elle parle, répond à Titus, à Antiochus, l'ami de Titus, qui lui l'aime d'amour et veut s'enfuir avec elle. Mais tous deux sont absents. Ils sont personnifiés par deux danseurs longilignes, torse nu, qui évoluent dans un duo mimétique. Est-ce que ce dispositif, Hélène, dispositif radical fonctionne, et est-ce que l'on comprend l'histoire de cette tragédie sans avoir tous les personnages sur scène finalement? Alors, je dois l'avouer, chère Cyrielle, qu'il vaut mieux avoir connu la pièce avant. Il vaut mieux la connaître. Bon, même si, Samy, vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai appris à mes enfants dès 3-4 ans l'histoire de Bérénice. En tout cas, il vaut mieux la connaître, même si on lit pas tous les alexandrins de Racine. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette pièce de Racine, c'est qu'aucune goutte de sang, aucun combat, aucun mort n'apparaît sur scène. Racine dit d'ailleurs de sa pièce qu'il veut raconter cette histoire de passion amoureuse avec la plus grande simplicité. Et le metteur en scène fait de son actrice un astre, le réceptacle de toute la tension émotionnelle du monde. Isabelle devient Bérénice, et l'amante royale et fière, qui prend des poses à la Sarah Bernard dans la première partie du spectacle, devient soudain
une misérable loque humaine en robe de bure, allongée à même le sol. Sa voix rauque se perd dans le lointain et ce n'est que dans le dernier tableau qu'enfin la reine revient, dans une robe d'un somptueux rouge écarlate pour signifier à Titus qu'elle choisit de partir. Et ce n'est que lorsqu'elle quitte la scène qu'Isabelle Bérénice apparaît dans son triomphe absolu. D'ailleurs, Isabelle Huppert, dans sa robe rouge, se retourne vers nous, public, à la fin en nous disant de ne pas le regarder. C'est une étoile, une star déchue, mais qui part avec son orgueil resté entier dans son cœur. Elle ne montre rien, mais l'hémorragie est interne. Les mots sont dits, mais le cœur saigne. C'est un spectacle étonnant et qu'il faut voir pour Isabelle Huppert. Merci beaucoup Hélène Kuttner-Bérénice au Théâtre de la Ville avec donc Isabelle Huppert jusqu'au 28 mars. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin Le Guinadjar. Et bonjour Cyrielle, bonjour Hélène, rebonjour à nouveau et bonjour Samy Bouagila, enchanté. Alors on va profiter de vous avoir avec nous en plateau aujourd'hui pour voyager dans votre univers culturel et ce voyage commence en musique avec Jonathan, une chanson qui est sortie en 2014 dans l'album A-Sides, album de la compositrice américaine qui s'appelle Adrienne Lenker et entièrement écrit en collaboration avec Buck Meek. On va très très vite revenir à lui, vous allez voir, mais en attendant on appuie sur play. Alors c'est très différent de l'univers de Lenny Escudero, mais c'est un très joli morceau à deux voix. Jonathan, c'est le nom d'un personnage fictif, celui qui joue le rôle en fait de l'ancien partenaire romantique du narrateur dans cette chanson, ou plutôt la narratrice. Et on assiste à un dialogue finalement entre les deux qui se remémorent leur relation passée. On comprend assez vite d'ailleurs que l'histoire entre les deux était très tumultueuse, complexe. Les paroles suggèrent un sentiment de nostalgie, il y a de la confusion, il y a même un désir de connexion. Je vous donne un petit aperçu. Laisse-moi être la lune sur laquelle tu brilles, laisse-moi être la maison honnête où tu peux reposer ton esprit fatigué. C'est touchant, hein. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette chanson comme ça? J'aime ce duo, je connais tous deux. J'aime les purs d'abord, de leur son, de leur voix, de leur orchestration, de l'incarnation, du souffle de raconter ça. J'aime leur écriture, j'aime cette simplicité-là. Et derrière cette simplicité, il y a tout ce que vous venez de dire. Et ça, pour moi, c'est... Toujours dans vos musiques coup de cœur, Samy Bouagila, on va trouver un autre artiste à émotion également. Et un autre guitariste, en plus de ça, Cyrielle, Matt Corby. Enfin, guitariste, c'est un petit peu réducteur parce que c'est un vrai couteau suisse musical. On va le voir, Matt Corby, et on le retrouve, semble-t-il, dans vos playlists, Samy Bouagila, avec cette chanson. Oh, it's calling out, it's calling me in. Ce titre, il s'appelle Lay You Down. Il est sorti en 2016 dans l'album intitulé Telluric Vinyl Box Set. À première vue, Lay You Down, ça a l'air d'être une chanson d'amour dans laquelle le chanteur exprime son désir et sa lutte pour laisser entrer quelqu'un dans sa vie, en fait, après avoir été blessé dans le passé. On y comprend sa détermination à surmonter ses peurs et à retrouver l'amour. Mais c'est plus profond que ça, hein, finalement. Lay You Down, c'est un rappel poignant du pouvoir de la connexion humaine et des limites qu'on est prêt aussi à franchir pour se soutenir les uns les autres. Et tout ça, bien sûr, magnifiquement rythmé par une belle instrumentation acoustique et des airs de guitare avec laquelle Corby a tout commencé. Vous allez voir, Flashback, on se retrouve en 1995 alors que Matt Corby n'a que 5 ans. Mais c'est là, par hasard, devant un magasin de guitare qu'il va vivre son premier souvenir musical. Imaginez-vous un tout jeune enfant, haut comme 3 pommes, qui se penche sur cette vitrine dans laquelle il voit des rangées d'instruments qui brillent. Ça lui en met plein les yeux, évidemment, et il a l'air complètement attiré par cet univers, à tel point que son père, John, décide de lui acheter une guitare acoustique 3/4 pour $80, de quoi lui faire un premier terrain de jeu musical, avant que des années plus tard, Matt Corby écrive une chanson qui parle de forte connexion humaine, donc Lay You Down, un peu comme une sorte de clin d'œil, on peut le voir comme ça, sa connexion avec la guitare. Et c'est bien lui qui chante? C'est bien lui qui chante. Qui chante aussi, c'est merveilleux, je connaissais pas cet artiste. Et vous alors Samy, est-ce que vous avez eu des coups de foudre comme ça dans l'enfance? Vous avez beaucoup parlé de vos souvenirs d'enfance tout à l'heure, vous avez eu des coups de foudre comme ça qui vous ont, entre guillemets, tracé un chemin de vie? D'abord, jeune homme, je tiens à vous féliciter parce que c'est génial comment vous... Je vous remercie. Ouais, l'étude que vous faites sur les deux chanteurs que vous avez fait, surtout le dernier notamment. Vous m'apprenez des choses. C'était quoi la question? Comment vos souvenirs d'enfance ont pu faire écho à votre parcours futur? Qu'est-ce qui vous a mes souvenirs d'enfance, c'est comment dire, c'est ma nourriture. Je gagne mon pain dessus.
jusqu'à présent et j'ai pas fini encore, quoi. C'est ma boîte de Pandore et j'en suis ravi, voilà. Je découvre ça, j'apprends à m'en servir, je prends de la distance et puis des fois je suis submergé par tout ça et c'est la vie, quoi. On va terminer avec de la lecture maintenant, avec un roman de Karine Thuil que vous aimez beaucoup, je crois, Samy Bouajila. Et qui s'appelle L'invention de nos vies, un roman paru aux éditions Grasset. Paru aux éditions Grasset en août 2013, un roman qui raconte la drôle de vie de Sam Tahar. C'est un grand avocat du barreau de New York, fortuné, célèbre. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que cette vie, elle est fausse. Enfin, plutôt, Sam n'est une pure imposture en fait. Notre personnage a volé les origines juives de son meilleur ami Samuel, qui lui est un écrivain raté, qui n'a jamais réussi à quitter sa banlieue sous tension en France. Alors ici, l'univers de la vie américaine est vraiment central dans ce roman, puisque je le disais, l'histoire se passe à New York. Et c'est d'autant plus important pour l'histoire que l'Amérique, bien sûr, est assez traumatisée par les séquelles du 11 septembre. Être un musulman qui ment sur son identité dans ce contexte aux États-Unis, c'est évidemment assez particulier. Et plus largement, c'est l'occasion pour Karine Thuil d'explorer plusieurs choses. L'ambiguïté d'une part, la complexité de l'humain aussi, et la façon dont certains peuvent utiliser des mensonges pour se fabriquer un personnage de toutes pièces, s'inventer une vie ou bien trouver une place sociale bien précise. L'invention de nos vies, c'est un roman qui questionne un peu la construction de soi quand on est au cœur d'une société dans laquelle il y a évidemment des préjugés, du racisme, des fractures sociales parfois très importantes. Et ça d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça va inspirer des lecteurs par la suite, notamment deux lectrices, Johanna Boyer et Leslie Menahem, qui en fait ces deux-là ont décidé en 2022 de s'emparer du roman de Karine Thuil pour l'adapter sur les planches. Bande annonce. Il n'y a que des gens de notre clan, là. Toujours personne de sa famille. Ça tourne à l'obsession. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Pas, ça suffit. Alors comme ça, t'es devenu un grand avocat aux États-Unis? Oh oui, tu sais, ça serait long à t'expliquer. Est-ce que tu viens encore de temps en temps en France? Voilà. Merci. Alors, Samy Bouajila, si vous avez aimé ce roman de Karine Thuil, ça peut vous faire une bonne occasion de le découvrir autrement au théâtre ici. Le spectacle s'est terminé mi-janvier. A terminé, mi-janvier. Ça tournait entamé fin 2023, mais qui sait, peut-être que la troupe reviendra prochainement. Donc, si cela vous tente, ça peut être une très belle occasion. Merci beaucoup, merci Corentin Le Guinadjar. Bravo, dans un instant, c'est le journal de l'info. Vous restez avec nous sur Radio J, on revient. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita, 01 77 38 49 34 et israël-tzedaka-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Il est 16h sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. On ouvre ce journal sur le front nord où Tsahal a éliminé plus de 300 terroristes depuis le début de la guerre. Ce matin, Tsahal a éliminé un membre du Hezbollah dans le nord-est du Liban suite à une attaque inédite du groupe terroriste contre le nord d'Israël. 100 roquettes ont été tirées contre la Haute-Galilée et le Golan ce matin. Pascal Sunshine. C'est un des plus forts bombardements, sinon le plus fort lancé par le Hezbollah depuis le début de la guerre. Tsahal a riposté par 2 raids aériens contre des installations du Hezbollah à Baalbek. Et c'est la deuxième fois en moins de 12 heures que ce bastion de la milice pro-iranienne dans la Bika libanaise, à plus de 100 km de la frontière, est visé par l'aviation de Tsahal. La nuit dernière, c'était une riposte contre le tir de 2 drones qui avaient explosé hier sur le plateau du Golan.
Et le Hezbollah a donc revendiqué son bombardement de ce matin comme une riposte au raid israélien de la nuit. Donc un ping-pong dangereux entre Tsahal et la milice chiite libanaise qui frôle à chaque fois un peu plus le seuil de la guerre ouverte. Et le Hezbollah menace de répondre plus fermement aux frappes israéliennes dans la région de Baalbek au nord-est du Liban. Le Hezbollah qui se dit prêt à faire face à toute extension des hostilités. Du côté de la bande de Gaza, les opérations se poursuivent à Khan Younes au 158e jour de guerre contre le Hamas et plus particulièrement dans le quartier de Hamad. Tsahal a ciblé un bâtiment militaire dans lequel se trouvaient des armes, des engins explosifs et d'autres équipements militaires. Un drone israélien a également tiré sur un escadron terroriste qui tentait de placer un engin explosif à côté d'un bâtiment dans lequel des soldats patrouillaient. Le soldat israélo-américain Itai Shen a bien été tué lors des attaques du 7 octobre. Annonce faite par Tsahal en début d'après-midi. Itai Shen avait 19 ans et servait sur la base de Nahal Oz le 7 octobre où il a été assassiné. Son corps a été embarqué par les terroristes direction Gaza où il est toujours détenu. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est dit dévasté par sa mort. Dans un communiqué, il a assuré qu'il ne cesserait jamais de travailler pour obtenir la libération des otages. Un navire humanitaire espagnol a quitté Chypre pour Gaza. Sa cargaison de 200 tonnes de denrées alimentaires doit être distribuée par l'organisation World Central Kitchen qui a déjà des équipes sur place. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a vu dans le départ de ce navire un signe d'espoir. Nous allons travailler dur pour que beaucoup d'autres bateaux suivent, a-t-elle ajouté sur le réseau social X. Un navire militaire américain a également quitté samedi les États-Unis avec le matériel nécessaire à la construction d'une jetée. L'aide internationale soumise au feu vert d'Israël n'entre qu'au compte-gouttes dans le territoire palestinien où l'ONU redoute une famine généralisée. En France, les députés vont débattre de l'aide à l'Ukraine cet après-midi. Coup d'envoi des débats à 16h30 avant l'intervention des groupes politiques puis un vote sans valeur contraignante attendu vers 20h. Une séance parlementaire nécessaire pour Olivier Marleix, le président des élus républicains à l'Assemblée. On l'écoute. On vote pour une déclaration de soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, il n'y a aucun état d'âme à avoir. L'Ukraine a été agressée par la Russie. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un État membre du Conseil de sécurité de l'ONU, a fortiori, viole des frontières internationales. C'est inacceptable. Il faut donc soutenir l'Ukraine. On mettra évidemment un certain nombre de réserves. On recadrera aussi le président de la République dans ses propos un peu surprenants de ces derniers temps. Mais soutien à l'Ukraine agressée face à la Russie, bien sûr. Olivier Marleix, le président des Républicains à l'Assemblée nationale cet après-midi au micro de LCP. Si LR comme les socialistes voteront en faveur de ce texte, le Rassemblement national a lui annoncé qu'il s'abstiendrait quant à la France insoumise a elle annoncé que ses élus voteraient contre la stratégie française d'aide à l'Ukraine. Enfin, 2 personnes sont toujours portées disparues après les intempéries du week-end dernier dans le sud-est. Des intempéries qui ont fait 6 morts, tous happés avec leurs véhicules par des rivières en crue dans le Gard et dans l'Hérault. Parmi eux, le corps d'une fillette de 4 ans a été découvert ce matin à proximité de Nîmes. Les recherches se poursuivent aujourd'hui pour retrouver les 2 autres personnes disparues, dont son frère de 13 ans. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à partir de 14h dès demain. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité Samy Bouagila et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Partez à la rencontre de la Société des explorateurs français au Majestic Passy. Le jeudi 14 mars à 20h, le Ciné-Club des explorateurs vous emmène au cœur du Congo avec un puissant documentaire sur les bonobos en présence du réalisateur et explorateur Alain Tixier. Ne manquez pas cette folle aventure et réservez vos places sur dulaccinema.com ou en caisse du cinéma Majestic Passy dans le 16e arrondissement de Paris. Majestic Passy. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre.
Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et Israël-tzedaka-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec notre invité aujourd'hui, Samy Bouajila, pour nous parler d'un prince d'Émilie Frêche, mise en scène par Marie-Christine Horry. C'est à la Comédie des Champs-Élysées en ce moment. Et nous allons poursuivre cette émission avec une séquence particulière, Samy Bouajila, qui s'intitule l'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions pour vous connaître davantage. Samy Bouajila, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, que changeriez-vous ? Je ferais pas acteur, je crois que je ferais chanteur. C'est vrai ? Oui, je crois, ouais, tout à fait. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Moi, je le dis à mes enfants. Déjà, j'essaie de leur inculquer croire en la vie, quoi, et vivre le moment présent. Et après, je leur dis simplement de trouver de vivre de leur passion, quoi, c'est tout. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? Oui, c'est en ce moment. Parce que je trouve que passer la cinquantaine, pour ma part en tout cas, moi j'ai mis du temps à me débrider, à me lâcher, à m'accepter, à m'aimer aussi et à vivre dans l'insouciance. Y a-t-il une chose, Samy Bouajila, que vous avez résolue ? Il en reste 8 encore ou 7 ? Une chose que j'ai résolue, oui, il y en a, mais il y en a plein. Mais alors attendez, la plus pertinente, laquelle ? M'accepter, voilà. Qu'aimeriez-vous faire, Samy Bouajila, mais que vous ne faites pas ? Me foutre en l'air. Une question à présent. Une chose réalisée cette année et dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Laquelle ? Elle est trop intime, celle-là, alors je vais pas la dire. Mais on peut la garder privée. Bon, une autre, attendez. Quelque chose, redites-moi la question. Une chose que vous avez réalisée cette année, on va considérer de 2023 à nos jours, soyons francs, et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie. Bon, je vais la dire. Rencontrer mon amoureuse. Si je vous parle d'amour, alors Samy Bouajila, comment cela résonne en vous ? Comme ça. Ça pétille, ça gazouille. C'est du champagne. C'est du champagne, oui. Si vous pouviez changer une chose, soit sur votre corps, soit sur votre personnalité, que choisissez-vous ? J'ai longtemps été colérique, impatient, etc. C'est plus le cas. Donc ça, c'est réglé. Qu'est-ce que je pourrais changer ? Peut-être plus curieux ou plus créatif. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure ? Je louperais pas la mixité et la laïcité dans mon pays. Pour terminer, Samy Bouajila, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Alors ça, je sais pas. Mon authenticité, j'espère.
Et on va la garder. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Maïté Merlin. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes autrice, compositrice, arrangeuse et on va découvrir un titre qui s'intitule Bordel, t'es où ? Issu de votre dernier album L'échappée. On découvre ensemble et on revient, on en parle sur Radio J. Salut, ça va ? Ça fait un moment que je t'attends. J'ai bien tenté de garder les bras et le cœur grand ouvert, mais je dois t'avouer que le poids des années m'a fatigué. Alors j'ai pensé cette blessure avec toujours plus d'aventure. Mais t'es où ? Alors on est en train de découvrir ce titre Bordel t'es où qui fait partie de votre dernier album L'échappée Maïté Merlin. Et aujourd'hui vous avez envie de nous interpréter Les Bougies. Oui, Les Bougies qui fait également partie de cet album-là. C'est quand vous voulez et après on en parle. Ok, très bien. Regarder les gens dans le ventre et vouloir être grand, sans savoir que déjà adolescent, on regrettera le temps où on n'avait pas peur de chanter, on n'avait pas peur de danser, on n'avait pas peur de dire et toi, tu viens jouer avec moi, on n'avait pas peur des regards qu'on prenait droit dans le cœur, on n'avait pas peur de l'amour qu'on distribuait comme un bonjour, on pouvait passer des rires aux larmes comme on allume une lumière, on s'en foutait des dangers, on allait les affronter, on n'avait pas peur de dire maman je t'aime dans notre plus beau poème, on n'avait pas peur du vide, on n'avait même pas peur des rides, on n'avait pas peur de se lever, on n'avait pas peur d'exister, on n'avait pas peur de crever, on n'avait peur de rien. Merci beaucoup Maïté Merlin. On vient de découvrir ces deux titres Bordel t'es où et Les Bougies, issus de cet dernier album L'échappée. Et puis il faut dire que ces deux titres-là font partie d'un album qui est sorti il y a 2 ans, mais vous préparez en ce moment un prochain EP avec notamment des titres qui sortent au compte-gouttes sur les réseaux sociaux, J'actualise ou encore Fais une BA. Mais il faut dire que dans ces titres-là, eh bien, c'est particulier, c'est un univers parce que vous êtes lyonnaise de base et vous venez d'arriver à Paris. Enfin, il y a un petit moment. C'est ça. Non, je viens. Là, j'étais en train de chercher un appartement. Ah oui, donc c'est tout récent. Je pensais que c'était il y a quelques semaines ou quelques mois déjà. Non, c'est ça. J'emménage ce week-end et en fait, ces chansons-là racontaient. Ça vous inspire. Ça racontait cette aventure et notamment, j'ai trouvé ma coloc dans laquelle je vais rentrer grâce à la première chanson que j'ai faite, qui s'appelle Fais une BA, où je disais aux gens, contactez-moi si jamais vous avez un appart ou une coloc qui se libère ou voilà. Et c'est assez amusant parce que finalement votre aventure parisienne, elle vous a inspiré.
votre musique. On est en train d'écouter FNBA. On va écouter un petit bout encore. Ok. Sois mon miracle, ma lumière, mon nouveau pied à terre. Intermittente du spectacle, j'ai des revenus stables. Oui, Pôle emploi chaque mois me verse un salaire, c'est sympa. Je vis de ma voix de chanson, d'autres diraient de ma passion. Mais je mène un réel combat depuis que j'ai fait ce choix-là. Fais une contacte-moi. Fais une BA, contacte-moi, ça veut dire viens, deviens mon coloc, aide-moi, deviens mon propriétaire pour trouver un appartement. Comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé l'appart du coup? En fait, donc j'ai fait cette chanson et j'étais sur la carte des colocs beaucoup et j'envoyais un message salut, moi c'est Maïté, blablabla, et je mettais je suis chanteuse et d'ailleurs j'ai fait une chanson pour trouver un appart. Et donc c'est génial. Voilà, c'est génial. Je désespérais de ne pas trouver et du coup je me suis dit qu'est-ce que je sais faire? Allez, on compose et on écrit. J'actualise, on va l'écouter pendant que nous sommes en train de parler. C'est j'actualise le Pôle emploi, j'actualise les réseaux pour trouver un appart. J'actualise le Bon Coin et tous les autres sites. Et tous les autres sites pour trouver un appartement. Alors forcément, dans le premier album, l'album dont nous venons de parler, c'est les textes qui touchent, qui brusquent, on l'a bien compris, notamment avec les bougies où on sent que vous nous faites revivre des moments marquants de la vie, digérés, oubliés. Et puis aujourd'hui, on est plus dans le présent. Ouais. Qu'est-ce qui vous attend pour le prochain album ? Eh ben, un petit peu des deux, j'ai envie de dire. J'ai envie d'avoir des chansons assez légères où je raconte ma vie, ou tout. Des moments cool aussi de la vie parce que ça fait partie. Des moments légers, sympas. Voilà. Moi, quand je vous ai écouté, j'ai pensé à la légèreté de la chanteuse Anaïs avec un univers bien différent en tout cas. Qu'est-ce qui vous inspire ? Quelles sont vos influences ? J'aime beaucoup Mademoiselle K, moi. Parce qu'aussi normalement j'ai des musiciens qui jouent avec moi et que ça sonne plutôt rock puisqu'on a guitare électrique, basse, batterie, donc on se rapproche pas mal de Mademoiselle K. Et après au niveau de la voix, j'ai une voix qui porte assez, donc souvent on peut me comparer à Céline Dion, même si bon c'est pas tout à fait pareil parce que on est quand même loin de Céline Dion, mais en tout cas il y a une voix qui porte un peu plus sur du rock, donc j'adore aussi Isia. Isia Higelin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous connaît au départ sous un pseudonyme qui est Oxymore. Et je crois que grâce à cette casquette-là, avec un premier EP qui s'appelait So Far Away, sorti il y a 10 ans maintenant, dont 3 compositions avaient été repérées, vous avez chanté et vous avez fait des premières parties très importantes. Et ça se raconte. Oui, oui, c'était en 2012 que j'ai 2015. 2015, j'ai fait la première partie de Florent Pagny et de Johnny Hallyday. C'était sur un festival qui s'appelle les Nuits Bressanes, un festival donc de ma région d'origine parce que donc avant d'habiter plus de 10 ans à Lyon, j'ai vécu à Louhans, donc en Saône-et-Loire, et donc j'ai eu la chance de faire ces premières parties-là comme un peu artiste du coin. Voilà, et c'était vraiment très chouette. J'étais toute seule avec ma guitare devant 10 000 C'est une grande chance. personnes. En tout cas, ça doit faire vibrer pas mal de personnes, de dire notamment Johnny Hallyday, qui était quand même un monstre de la chanson française. Rock aussi. De retour à Lyon, vous avez composé un deuxième EP qui s'intitule Mademoiselle à Madame. Demoiselle à Madame. Demoiselle à Madame, autant pour moi. Aujourd'hui, donc, on attend la suite avec une grande impatience. Qu'est-ce qu'il faut ? Vous suivre absolument sur les réseaux sociaux pour suivre les prochaines sorties, j'imagine. Oui, exactement. L'idée, c'est quoi ? C'est de sortir une chanson par trimestre ? En ce moment, c'est assez courant. En ce moment, je sors une chanson toutes les semaines et demie. C'est beaucoup. Parce qu'en fait, là, j'ai envie de sortir, de raconter mon histoire parisienne. Et du coup, j'écris la chanson, dans la foulée, je l'arrange un petit peu. Et dans la foulée, je fais une vidéo et je la sors. Pour écouter ces chansons-là que vous sortez toutes les semaines et demie, il faut aller où ? Eh bien, sur mon Instagram, Maïté Merlin officiel, sur TikTok aussi, je les partage, et sur Facebook également. Et sur Facebook également sur Instagram, donc Maïté Merlin officiel, également sur Facebook, TikTok, YouTube, Maïté Merlin. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On attend la suite avec impatience et on fera la promo avec grand plaisir de l'EP à venir. Merci beaucoup Maïté Merlin d'être venue nous voir en direct sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio
Radio J. Le portrait psychologique. Bon, Samy Bouagila, je ne vous ai pas dit toute la vérité parce qu'Hélène Kuttner n'a pas menti. Et non, dans cette émission, nous avons bien un professionnel de la question qui va débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est votre portrait vu par Nathalie Dederieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle. Bonjour Samy Bouagila. Bonjour Nathalie. Effectivement, j'ai observé et écouté attentivement tout ce que vous avez bien voulu partager de vous ici avec Cyrielle. Voilà, donc je vais vous faire un rapide reflet. Vous avez été très bavard, alors j'ai pris beaucoup de notes. Donc un rapide reflet par rapport à ce que moi j'ai retenu, ce qui a éclairé ma sensibilité et qui a retenu mon attention. Donc il y a eu beaucoup de choses. Évidemment, j'ai tout de suite observé votre gestuelle. Vous avez une expression de vous très libre, très spontanée, dirais-je, avec des grands gestes. Ça se déploie, ça danse. Voilà, il y a une forme de danse. J'ai trouvé qu'elle était très en accord avec vos mots, et très passionnée. Hein. C'est pas un mot que vous avez cité pour vous décrire, ça fait pas partie des adjectifs, mais j'ai trouvé qu'il était bien possible pour vous décrire. Alors il y a aussi un moment où vous touchez beaucoup votre cœur dès qu'il s'agit d'émotions, dès que vous êtes pris par vos émotions. Je sais pas si vous en rendez compte, non, mais il y a j'ai pas fait gaffe, contact avec vous-même, comme s'il y avait besoin peut-être de ça pour s'ancrer et pas être submergé par les émotions. C'est quelque chose qu'on peut voir chez les hypersensibles, une capacité à sentir cette vague émotionnelle qui monte et qui est très présente dans le corps, et vous faites ça comme un ancrage, comme une main qui vous aide à rassembler et toujours toucher un petit peu plus de profondeur et le partager pour être clair. Alors en même temps, il y a cette attention très présente, vous êtes souvent en bord de chaise, très très présent, et donc peut-être que ça témoigne d'une grande attention, d'une qualité de présence, peut-être d'une hypervigilance, peut-être même, dirais-je. Oui, c'est assez vrai. En tout cas, l'envie d'être clair et d'être compris, oui. Oui, exactement. Et vous avez le sens du détail. On s'en est aperçu dans les détails. On s'en est aperçu dans vos nombreux récits, très imagés. En tout cas, moi, je voyais tout à fait les scènes immédiatement. Alors, évidemment, vous nous parlez de ces 3 mots que vous a demandé Cyrielle pour vous décrire en tout début d'émission. Donc, il y avait bipolaire, qui conduit à l'hypersensibilité, c'est ce que vous disiez. Moi, je vous ai totalement retrouvé justement rien qu'avec votre corps. C'était vraiment tout à fait transparent, à l'image de votre climat familial. Solitaire et jovial, oui, pas du tout paradoxal. On peut très bien être en joie tout seul. Il n'y a pas du tout de contradiction. Évidemment, votre enfance, vous nous témoignez tout de suite d'un enfant qui a grandi dans l'amour, dans le soutien. Vous nous présentez un climat où il y a de l'entraîne, il y a de la diversité, il y a du mélange, du partage, il y a du festif. Et le soutien de vos parents, qui sont d'ailleurs vos premiers fans, ça vous conduit évidemment à tout un tas de choses à découvrir dans l'héritage de la tradition, de la culture et en même temps de cette double culture. Voilà, cette quête d'identité a été forte, mais elle est là, elle est présente. Vous êtes tout à fait unifiés dans ces 2 images, dans ces 2 figures, et ça fait vraiment votre force. Votre père vous emmène au cinéma et c'est là la rencontre avec des émotions fortes. Peut-être votre vocation, déjà tout de suite, vous êtes tout petit et vous profitez de ces moments-là d'une grande connexion avec votre père. Donc il y a tout de suite un besoin de contact aussi, non seulement avec vous-même, mais avec l'autre. C'est comme si vous étiez aussi capable de beaucoup de niveaux de conscience du film, de l'histoire, totalement absorbé, plongé dedans et en même temps connecté à papa qui vous accompagne. Voilà, il y a pour moi une capacité à être dans différents niveaux de conscience, déjà tout petit. Et vous en faites votre métier, évidemment. Absolument. C'est grâce à ces personnages-là que vous êtes en mesure aussi de vous rencontrer dans vos différentes facettes. Évidemment, la naissance pour ce métier, elle est faite d'un chemin assez incroyable. Il y a un palmarès de films très variés, des rôles très larges. Vous êtes plein de gratitude parce que vous avez été beaucoup, beaucoup servi. Et en même temps, tout ça, c'est autodidacte. Vous êtes, vous avez été dans des écoles de théâtre. D'ailleurs, vous êtes en train de pointer du doigt une des approches théâtrales de Paris, qui était plus dans l'approche physique
que psychologique. Oui, absolument, ça j'y tenais, ça me correspond, oui. Ouais. Oui, oui. Et c'est vraiment ce que j'ai pu sentir aussi dans votre corps, dans votre gestuelle. Il y a quelque chose qui n'est pas que conceptuel, ça n'est pas que des idées, c'est ancré dans la matière. Et d'ailleurs, vous le disiez à un autre endroit dans vos projets, il y avait un projet un peu trop complexe qui n'avait pas abouti, un peu comme votre personnalité trop complexe. Voilà, peut-être que c'était pas assez clair et c'est encore en gestation. Absolument. C'est pour ça que j'ai noté le sens du détail, le côté méticuleux de votre personnalité, dirais-je. Alors, vous êtes doté d'une grande capacité d'adaptation. C'est ce que cette anecdote du film avec Denzel Washington m'a fait comprendre. L'improvisation qui naît comme ça, c'est la spontanéité que j'ai pu remarquer, le côté culot, j'ai mis le culot authentique, c'est ce que j'ai écrit, parce qu'il y a, voilà, il y a une forme de si j'y crois pas, je peux pas bien le faire. C'est clair. Et donc voilà, c'est ce que j'ai appelé le culot authentique de vous. Je sais pas si ça résonne, mais en tout cas moi ça m'a bien traversé comme ça. Alors, vous parlez de multiples sujets, vous partez un petit peu dans tous les sens. Il a fallu que je reste bien concentrée pour pouvoir sentir ce qui, au fond, est peut-être votre quête. C'est mon interprétation. C'est une recherche d'unité qui m'a semblé qui était en racine sous-jacente. Unité avec tout ce qui vous compose. Vos héritages, votre analyse, votre quête d'identité, la recherche un petit peu de comment mettre un peu plus de paix sur votre enfance, sur vos traumas. Vous dites que votre enfance est votre boîte de Pandore, sur comment apprendre à s'aimer dans son ombre et dans sa lumière. Donc voilà, c'est un peu cette quête d'unité qui m'a semblé bien résumer tout ça. Et j'ai du coup une petite citation d'Albert Camus qui m'a fait beaucoup penser à vous. C'est celle-ci. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Eh bien, merci. Albert Camus, voilà. Je vous remercie pour ce partage. Merci à vous, Nathalie Dedrieux, notre thérapeute psychocorporelle, que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Samy Bouajila, venu nous voir pour le seul en scène, Un prince à la Comédie des Champs-Élysées. Merci pour cet échange. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a un cadeau pour vous de Wesley Felouz qui a fait un portrait à votre image. Je le laisse le bousculer pour qu'on puisse le regarder. Vous repartirez avec. C'est un cadeau que nous vous faisons. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Radio J. Un tout petit mot de la fin et ça peut se contenter d'un mot. Au-delà du merci que je n'arrête pas de dire à tout le monde, c'était un plaisir, voilà, c'était vraiment un plaisir. Partagé, Samy Bouajila, merci beaucoup à l'artiste Maïté Merlin d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud, rendez-vous demain avec Frédéric Tadei dès 15h, merci à tous de nous avoir suivis, à demain, belle journée à tous sur Radio J. Radio J.